Comment gagner n'importe quelle dispute avec une femme sans avoir à lui prouver quoi que ce soit? Elle crie. Ses mots affûtés comme des lames de rasoir atteignent précisément leur cible, les points les plus vulnérables de ton estime de soi. Tu te tiens là armé d'une logique de béton armé et de faits irréfutables, et à chaque seconde tu réalises de plus en plus clairement que tu es en train de perdre la totalité. Chacun de tes arguments bien pensés, chaque tentative d'expliquer ce qui s'est réellement passé, n'est qu'un bidon d'essence que tu déverses généreusement dans le feu de ces émotions. Une situation familière n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ta principale force, ton esprit, ta logique devient ta principale faiblesse et la cause de ta défaite dans toute dispute avec une femme. Et le plus important, je vais te donner un algorithme étape par étape appelé le rocher impénétrable. C'est un système qui te permettra de gagner dans 100% de ces situations sans lui dire un seul mot d'opposition, sans te justifier et sans l'attaquer. Tu vas simplement changer les règles du jeu à ton avantage. Déjà au XXe siècle, de grands explorateurs de l'âme humaine, Freud et Jung, parlaient des deux réalités différentes dans lesquelles nous existons. Le monde masculin est le monde du logos, le monde de la structure des faits et des liens de cause à effet. Le monde féminin est le monde de l'éros, le monde des émotions, des sensations et des liens intuitifs. Lorsqu'un conflit commence, tu tentes de forcer son code émotionnel avec la clé du monde du logos. C'est inutile, mais aujourd'hui, je vais te donner la clé universelle qui ouvre n'importe quelle serrure. Avant de te donner cet algorithme puissant, j'ai besoin de ton aide. Mets un like sur cette vidéo pour que je sache que ce sujet est vraiment important pour toi. Et si tu es ici pour la première fois et que tu veux obtenir davantage de ces connaissances profondes et non conventionnelles sur la force masculine, assure-toi de t'abonner à notre chaîne, tu ne le regretteras pas. Et avant de commencer, je suis très curieux de connaître notre géographie. Écris s'il te plaît dans les commentaires de quelle ville tu viens. Cela nous motive incroyablement et montre l'ampleur de notre audience d'hommes pensants. Partie 1. Anatomie de la crise féminine. Alors la première chose que tu dois graver dans ta conscience au fer rouge. Quand une femme déclenche une crise, son but n'est pas de trouver la vérité. Elle n'a que faire de tes faits, de ta chronologie des événements ou de tes déductions logiques. Toi, tu perçois la dispute comme un débat où le vainqueur est celui qui a raison. Mais pour elle, la dispute est une tempête émotionnelle. Et cette tempête a deux objectifs cachés totalement différents. Le premier objectif est la décharge émotionnelle. Imagine un vase dans lequel des petites vexations, des insatisfactions, des peurs et des déceptions se sont accumulées goutte à goutte pendant des semaines, voire des mois. À un certain moment, le vase déborde et la moindre petite chose, la dernière goutte comme tes chaussures non lavées, devient le détonateur d'une puissante explosion. Elle a physiquement besoin d'expulser cette tension et tu es l'objet le plus proche et le plus sûr pour cela. Le second objectif, et de loin le plus important, est un test inconscient de la solidité de ton essence masculine. Sans le vouloir, elle te pose une question fondamentale. Es-tu toujours fort? Peux-tu toujours être mon soutien, mon rocher, même lorsque je suis dans le chaos? Ou vas-tu t'effondrer, avoir peur fuir, ou pire encore, te transformer en un enfant hystérique, comme moi en ce moment? Ta tentative de discuter et de te justifier est l'échec de ce test. Et pour comprendre pourquoi il en est ainsi, nous devons descendre à un niveau plus profond, au niveau de la pure biologie. Au moment où elle entre dans un état de forte excitation émotionnelle, des changements colossaux se produisent dans son cerveau. Son système limbique s'active, cette partie ancienne du cerveau, responsable des émotions et des instincts de survie. L'organe principal y est l'amygdale, une sorte de centre d'alarme. Et cette amygdale pirate, littéralement le cerveau prenant le contrôle du cortex préfrontal, cette partie qui est responsable de la logique de la pensée rationnelle et de la maîtrise de soi. Le sang se retire littéralement du centre de la logique vers le centre des émotions. C'est pourquoi, souviens-toi à ce moment-là, tu ne te disputes pas avec ta femme. Tu tentes de négocier avec son cerveau reptilien qui ne comprend pas le langage des mots et des faits. Il ne comprend que le langage de la force de la confiance et de la sécurité. Toute ta construction logique n'est pour elle à ce moment-là qu'un bruit blanc incompréhensible et irritant. Mais ce n'est pas toute la profondeur. Il y a une seconde couche psychologique parfaitement décrite par Carl Jung. Il a introduit le concept d'anima. En termes simples, l'anima est l'image intérieure inconsciente de l'homme qui vit dans l'âme de chaque femme. C'est un archétype tissé à partir de ces représentations de la force masculine idéale, de la fiabilité, du calme et de la sagesse. C'est l'image même du rocher sur lequel
Toutes les vagues de ses émotions viennent se briser, et c'est lors de la crise qu'elle projette inconsciemment cette image sur toi et organise un crash test des plus sévères. Elle te lance les accusations les plus douloureuses, non pas parce qu'elle y croit toujours, mais pour voir si tu vas tenir, si tu vas rester ce rocher, ou si tu vas te transformer en un tas de sable mouillé. Tes justifications, ton agressivité en retour, ta panique, tout cela a été considéré par elle comme un échec du test. Tu ne corresponds pas à son image intérieure de l'homme. Et à ce moment, tu ne perds pas la dispute, tu perds son respect instinctif et profond. Et la victoire dans ce jeu n'est pas de prouver que tu as raison, mais de confirmer ta conformité à cette puissante image intérieure. Partie 2. Les 3 erreurs masculines qui garantissent la défaite. Maintenant que nous comprenons ce qui se passe dans sa tête, disséquons nos propres actions. Il y a 3 erreurs classiques, presque réflexes, que commettent 99% des hommes. Chacune d'elles est un pas garanti vers la défaite. Et la première, la plus grande erreur, est de tenter de discuter en utilisant des faits. Nous appelons cela le bouclier de la logique. C'est notre instinct de base. Nous les hommes croyons en la réalité objective, en la causalité. S'il y a un incendie, il faut trouver la source du feu. S'il y a un problème, il faut en trouver la cause et l'éliminer. Et lorsqu'elle lance une accusation, notre cerveau perçoit cela comme une erreur factuelle qui doit être corrigée. Mais c'est un piège. Analysons un scénario typique. Tu avais promis d'être à la maison à 19h09, mais tu es arrivé à 19h30. Tu entres dans l'appartement et tu vois son visage tendu. Tu es déjà prêt à te défendre. Elle commence, tu es encore en retard, tu t'en fiches complètement de moi. Que fait ton cerveau? Il établit immédiatement une ligne de défense. Tu commences à expliquer, attends, ce n'est pas le cas. Premièrement, le chef m'a retenu en réunion. Je ne pouvais pas simplement me lever et partir. Deuxièmement, il y avait un accident sur l'avenue. Le GPS indiquait du rouge. Je peux même te montrer une capture d'écran. J'ai fait au plus vite. Cela semble logique, impeccable, mais qu'est-ce qu'elle entend? Elle n'entend pas les faits. Elle entend le sous-texte. Mon patron est plus important que toi. Les embouteillages sont plus importants que toi. Mes justifications sont plus importantes que tes sentiments. Dans sa réalité émotionnelle, ton retard n'est pas une question de chronométrage. C'est un symbole. Le symbole qu'elle n'est pas ta priorité numéro un. Et quand au lieu de réagir à son sentiment de rejet, tu te mets à lui asséner des faits, tu commets une erreur fatale. Tu lui montres que son sentiment n'est pour toi qu'une simple nuisance, une erreur de calcul qui doit être corrigée par la logique. Tu essaies d'éteindre un feu émotionnel avec un extincteur chargé non pas de mousse, mais de sueur. Résultat, le feu s'embrase encore plus. C'est ce qu'on appelle la victoire à la Pyrrhus. Supposons que tu sois si éloquent que tu aies pu lui prouver que tu avais raison. Tu l'as acculée avec des faits et elle n'a plus rien à répondre. Elle se tait. Tu penses avoir gagné, tu as perdu. Tu as gagné la bataille, mais perdu la guerre. À ce moment-là, elle ne se sent pas convaincue, mais humiliée. Tu ne l'as pas apaisée, tu l'as simplement forcée à se taire en lui montrant que son monde intérieur n'a aucune importance pour toi. Et cette vexation deviendra une nouvelle lourde pierre dans ce même vase qui explosera un jour à nouveau, mais avec une force redoublée. Souviens-toi, essayer d'utiliser des faits contre ses émotions, c'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec une règle et une calculatrice. La deuxième erreur mortelle est la justification et les excuses. Nous appelons cela la Stegnerman, stratégie du drapeau blanc. Quand les faits ne fonctionnent pas, l'homme passe souvent à la seconde ligne de défense. Il commence à se justifier et à s'excuser dans l'espoir d'apaiser le conflit. Il dit « Pardon, je ne voulais pas te vexer. Tu as mal compris. Excuse-moi si cela t'a blessé. » Cela semble être une démarche pacifique et juste, mais en réalité c'est un acte de capitulation totale et inconditionnelle qui anéantit ton essence masculine à ses yeux. Ici, nous devons nous référer à Freud. Il dirait qu'à ce moment-là, une régression psychologique se produit. De la position d'un homme partenaire adulte, tu dégringoles instantanément dans la position d'un petit garçon coupable devant sa mère en colère. Tu ne résous pas le problème en tant qu'égal. Tu implores le pardon d'une instance supérieure et cela tue son attirance et son respect au niveau instinctif. Une femme ne peut pas désirer un fils à sa maman. Elle veut un homme rocher, pas un écolier fautif. Quand tu dis « pardon, je ne voulais pas », tu confirmes involontairement qu'elle a raison. C'est comme si tu disais « oui, j'ai fait quelque chose de mal, mais ma motivation était bonne ».
Pour elle, cela sonne comme un aveu de culpabilité. Elle ne va pas s'attarder sur tes motivations. Elle n'entendra qu'une chose: j'avais tort, tu avais raison. Et cela lui donne carte blanche pour intensifier la pression. Tes excuses n'éteignent pas le conflit. Elles le légitiment. Tu lui donnes toi-même une arme contre toi. Elle comprend que cette tactique fonctionne et l'utilisera encore et encore, te transformant en l'éternel coupable. Là, nous avons abordé l'erreur la plus fréquente et la plus douloureuse. Si tu te reconnais dans cette description et que tu comprends la valeur d'une analyse aussi profonde et sans concession, cela signifie que nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est le meilleur moment pour t'abonner à notre chaîne et faire partie de notre communauté d'hommes pensants qui construisent leur vie par eux-mêmes. Et enfin, la troisième erreur dans laquelle tombent les hommes lorsque ni les faits ni les excuses n'ont fonctionné. C'est l'agressivité en retour, la stratégie du coup miroir. L'homme poussé à bout décide que la meilleure défense est l'attaque. Il commence à crier en retour, à accuser, à attaquer ad hominem, à lui rappeler ses péchés passés. Il pense faire preuve de force, mais en réalité, il démontre une faiblesse extrême. Jung et son concept de l'ombre peuvent nous aider ici. L'ombre, c'est notre côté sombre et refoulé. Et lorsque tu te mets à crier, tu n'agis pas à partir du centre de ta force masculine de l'archétype du roi ou du guerrier. Tu laisses ton ombre, ton sauvage intérieur incontrôlable, prendre le pouvoir. Tu t'abaisses à son niveau émotionnel, tu commences à jouer son jeu, mais selon des règles encore plus destructrices. Et à ce moment, tu perds définitivement. Pourquoi? Parce que l'agressivité féminine et l'agressivité masculine sont perçues de manière totalement différente. Quand elle crie, c'est souvent un test, une vérification de tes limites, une explosion émotionnelle. Quand tu cries, c'est perçu comme une menace réelle. Ta voix, ta taille, ta force physique, tout cela crée un fond inconscient de danger. À ce moment, tu cesses d'être son protecteur et tu deviens l'agresseur. Elle bascule instantanément dans le rôle de la victime. Et maintenant, toute la moralité est de son côté. Toutes ses paroles et actions précédentes sont désormais justifiées car elle se défendait du tyran. De plus, ton cri est un signal pour elle qu'elle a gagné. Elle t'a fait sortir de tes gonds. Elle a réussi à percer ton armure et à te faire perdre le contrôle. Pour son inconscient, cela signifie que tu es faible. L'homme fort se contrôle et contrôle la situation. Le faible se met à crier. Par conséquent, dès que tu as élevé la voix, tu peux considérer que le test de solidité est totalement échoué. Non seulement tu n'as pas résolu le problème, mais tu as détruit son sentiment de sécurité à tes côtés, ce qui sera beaucoup plus difficile à restaurer que de simplement trouver un accord. Partie 3, l'algorithme, le rocher impénétrable. La victoire par l'inaction. Ainsi, nous avons analysé ce qu'il est absolument interdit de faire. Il ne faut pas discuter avec des faits, il ne faut pas s'excuser et il ne faut pas crier en retour. La question logique se pose que faire alors? La réponse se trouve dans les 3 étapes de l'algorithme, le rocher impénétrable. C'est une stratégie contre-intuitive qui demande de la maîtrise de soi et de l'entraînement, mais son résultat dépasse toutes les attentes. Elle permet non seulement de gagner la dispute, mais de changer complètement la dynamique de votre relation. Étape numéro 1. L'écoute active, ou comme je l'appelle, accuser le coup sur l'armure. Lorsque la tempête émotionnelle commence, ta première et principale tâche est de ne rien faire du tout. Tu dois devenir pour ces mots un mur de pierre contre lequel ils se brisent sans causer de dommages. Cela ne signifie pas que tu dois rester là comme une statue. Cela signifie que tu dois l'écouter sans l'interrompre, sans faire de remarques, sans faire la moue et sans lever les yeux au ciel. Ta tâche est de la laisser s'exprimer complètement, vider ce fameux vase émotionnel. Ton silence dans ce cas n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force intérieure colossale. Tu montres que ces mots ne peuvent pas te détruire. Tu es assez fort pour supporter sa tempête. À ce moment-là, il est important de maintenir un contact non verbal. Regarde-la, ne détourne pas le regard, ne croise pas les bras sur ta poitrine. C'est une posture fermée. Hoche légèrement la tête montrant que tu l'entends. Tu n'es pas nécessairement d'accord, mais tu l'entends. C'est d'une importance capitale. Au niveau biologique, ton calme et ton silence agissent sur elle comme un tranquillisant. Son cerveau, en mode combat ou fuite, attend de toi une réaction de l'agressivité ou la fuite. Quand il ne reçoit ni l'un ni l'autre, mais voit devant lui un objet calme et confiant, son système limbique commence à se calmer peu à peu, le niveau de cortisol, l'hormone du stress commence à baisser. Tu éteins littéralement son feu par ton état sans dire un mot.
Lorsque tu sens que le flux principal d'accusations s'est tari, qu'elle commence à se répéter ou à faire des pauses, tu peux passer à la deuxième étape, la plus subtile et la plus puissante. Étape numéro 2, l'accord avec l'émotion. Le moment le plus pointu qui la désarme complètement. Attention, tu acceptes non pas ses faits et ses accusations, mais son droit à ses sentiments. C'est le nec plus ultra de l'intelligence émotionnelle. C'est ici que nous touchons au génie de Jung. En reconnaissant ses sentiments, tu reconnais sa réalité, son ombre, sans être d'accord avec sa logique. Tu dois prononcer l'une des phrases magiques. Par exemple, je comprends que tu te sens très bouleversé en ce moment. Ou je vois à quel point cela t'a affecté. Ou je comprends pourquoi cette situation te met en colère. Note bien la formulation. Tu ne dis pas oui, tu as raison, c'est ma faute. Tu dis je vois ta douleur, je reconnais tes sentiments. Tu sépares son émotion de son interprétation des événements. Pour son cerveau toujours sous l'influence du système limbique, cette phrase agit comme un baume. Elle criait tout ce temps pour te prouver l'importance de ce qu'elle ressent. Et là, tu lui donnes toi-même cette reconnaissance sans combat. Tu cesses d'être son adversaire dans la dispute et tu deviens son allié dans l'expérience de l'émotion. À ce moment-là, 90% de son agressivité s'évapore, tout simplement. Elle n'a plus besoin de se battre car son objectif principal, être entendue et comprise, est atteint. Et après l'avoir désarmée, vient le moment de la troisième et dernière étape. Étape numéro 3, la distanciation calme ou le retrait stratégique. Lorsque la tempête s'est calmée mais que l'air est encore chargé d'électricité, il est inutile de continuer la conversation. Vous n'êtes pas prêts tous les deux pour un dialogue constructif. Et ici, tu dois assumer le rôle de leader qui dicte les règles du jeu. Tu dois dire d'une voix calme et ferme, je vois que nous sommes tous les deux sous le coup de l'émotion en ce moment, et dans cet état, nous ne résoudrons rien. Revenons à cette conversation dans 1 heure ou demain matin, lorsque nous serons tous les deux calmes, et pourrons parler de manière constructive. Et après cette phrase, tu dois sortir physiquement de la pièce, sans claquer la porte, sans fuir, juste te retourner calmement et aller dans une autre pièce, ou sur le balcon, ou dehors. Te donner à vous deux de l'espace. Ce n'est pas une fuite. C'est une démonstration de maîtrise sur la situation. Tu ne permets pas à ces émotions de te contrôler toi et le déroulement de votre conversation. Tel un capitaine de navire, tu prends la décision d'attendre que la tempête passe dans un port sûr. Par cet acte, tu montres que la conversation est importante pour toi, mais qu'elle se déroulera selon tes règles, les règles du calme et de la construction. Cela suscite un immense respect. Tu reprends l'initiative et tu mets un terme à la partie destructrice du conflit, laissant une ouverture pour la partie constructive. Conclusion. Un nouveau paradigme de force. Au final, qu'obtenons-nous après ces 3 étapes? Nous obtenons un changement complet et inconditionnel de paradigme. Tu changes complètement l'issue de la bataille, non pas parce que tu as trouvé des arguments plus astucieux, mais parce que tu as refusé de te battre sur son terrain et selon ses règles. Tu n'as pas cherché à prouver que tu avais raison, mais tu as plutôt démontré un calme inébranlable et un contrôle absolu sur la seule chose qui te soit soumise toi-même. Le vainqueur dans ce jeu n'est pas celui qui crie le plus fort. Le vainqueur est celui qui préserve sa dignité, son axe intérieur, et qui gère non pas les maux de l'adversaire, mais son propre état. Tu sors de la bataille non seulement sans avoir perdu, mais tu en sors avec une autorité renforcée. Ce n'est pas juste une tactique pour les disputes. C'est un changement fondamental de ta perception de toi-même. En apprenant à ne pas t'impliquer dans son drame, tu effectues la transition masculine la plus importante, passant de la réactivité à la proactivité. Comme dirait Freud, tu cesses d'être l'esclave de ton ça inconscient qui réagit instinctivement aux provocations et tu deviens l'incarnation d'un surmoi conscient. Tu n'es plus un acteur dans sa pièce émotionnelle à qui on a soudainement attribué le rôle du coupable. Maintenant, tu es le metteur en scène. C'est toi qui décides quand et comment le dialogue aura lieu, quand lever le rideau et quand faire une pause. C'est cela la souveraineté émotionnelle, un état où ton calme intérieur ne dépend pas des tempêtes extérieures. Et le plus étonnant se produit dans sa perception. Au moment où tu restes calme sous la grêle de ses accusations, son cerveau reptilien primitif reçoit le signal le plus puissant possible. Il ne le perçoit pas comme une faiblesse ou de l'indifférence. Il le perçoit comme un signe de rang élevé, comme une sécurité absolue. Son système limbique, qui cherche un soutien chez l'homme,
Vois que cet homme ne s'effondre pas même sous sa propre attaque, ce qui signifie qu'il ne s'effondrera encore moins sous la pression du monde extérieur. C'est une force de ce type, basée non pas sur l'agression, mais sur la maîtrise de soi totale qui suscite chez la femme non pas la peur, mais un respect instinctif profond et primitif, et par conséquent de l'attirance. Elle comprend inconsciemment qu'à ses côtés, il n'y a pas un garçon qui pique une crise d'hystérie, mais un homme. Le rocher même dont elle rêvait tant, sur lequel elle pourra toujours s'appuyer. Pense aux conséquences à long terme. En appliquant cet algorithme une fois, deux fois, trois fois, tu n'éteins pas seulement des feux isolés, tu changes complètement le climat de votre relation. Elle intègre au niveau inconscient que les cris, les manipulations et les explosions émotionnelles ne fonctionnent plus. C'est comme appuyer sur un bouton qui a cessé de provoquer la réaction souhaitée. La seule façon d'obtenir un dialogue constructif de ta part est de se mettre elle-même dans un état constructif. De cette manière, tu ne gagnes pas seulement les disputes, tu l'éduques à une nouvelle manière de communiquer saine, simplement en étant un exemple. La conversation que vous aurez le lendemain ne portera plus sur des accusations mutuelles, mais sur la résolution du problème réel qui a causé la dispute. Mais il y a une nuance cruciale. L'algorithme, le rocher impénétrable, n'est pas un permis pour la froideur et l'éloignement émotionnel. Sa force réside dans la dernière étape essentielle, ta promesse de revenir à la conversation. Si tu t'en vas simplement sans promettre de revenir, tu te transformes du rocher en un bloc de glace. Tu ne démontres pas la force mais le mépris, et cela détruit la confiance. La véritable force masculine est la capacité non seulement à résister à la tempête, mais aussi la volonté d'en sortir après et de réparer le navire ensemble. Le but de cette méthode n'est pas de dominer, mais de guider. Guider votre relation du chaos des guerres émotionnelles vers le port sûr du partenariat conscient. Et maintenant la question principale pour toi, pour une conversation honnête. Écris dans les commentaires quelle est celle des trois erreurs analysées, bouclier de la logique, drapeau blanc ou coup miroir, que tu as commises le plus souvent et quelles en ont été les conséquences. Rassemblons notre expérience collective. Je décortiquerai les histoires les plus révélatrices et intéressantes dans de futurs contenus. Ce sera notre contribution commune à la compréhension de ce sujet complexe mais vital.